avant de démarrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter brièvement. Donc nom, fonction, société. Honneur aux dames peut-être. Bonjour, je suis Annabelle Verscave, en charge du développement des partenariats chez Aviva, donc un assureur. Bonjour, je suis Bertrand Fac, je suis directeur de la stratégie de Orange Bank. Bonjour, Michael Dessat, je suis en charge des partenariats digitaux chez Euler Hermès. Bonjour, donc Patrick Ribeiro, directeur du programme IT Banque as de plateforme dans les équipes du IT du groupe Société Générale. Bonjour, Guillaume Assis, directeur du développement chez Ditto. Une première question à l'attention d'une entité financière que je qualifierais entre guillemets de traditionnelle, groupe Société Générale. Aujourd'hui, donc, on parle beaucoup de transformation digitale, d'évolution des modes de distribution. Je pense que l'éclairage d'Exton Consulting a été très marquant sur ce sujet-là. Donc, au sein de votre entité, donc, quelles sont les pistes d'évolution en matière de distribution des produits bancaires et assurantiels, et comment est-ce que vous y travaillez concrètement sur le terrain avec vos équipes collaborateurs et clients également. Donc je travaille pour le groupe, donc plutôt groupe Crédit du Nord, au sein du groupe Société Générale. Donc c'est 8 banques, donc c'est une banque, un groupe de banques donc de la proximité. Donc en fait, comme on le voyait tout à l'heure dans le modèle, on va allier le physique et le digital. Donc bien évidemment, on est en train de transformer nos modèles de distribution. Donc à la fois pour proposer des services ou des produits qu'on vend complètement full online, comme par exemple l'assurance automobile, ou sinon on travaille aussi donc plutôt à développer finalement toutes nos relations avec nos partenaires. Donc le Crédit Nord en fait est une banque où il y a déjà, on va dire dans son ADN ce fonctionnement avec des partenariats. Et donc aujourd'hui on est en train de travailler sur le modèle B2B2C, justement comment fluidifier ce parcours, et notamment avec les courtiers en prêt immobilier. Donc c'est dans ce cas d'ailleurs qu'on travaille avec Participe justement à fluidifier le parcours, à digitaliser tous les échanges avec les courtiers nationaux, mais comme aussi les petits courtiers locaux. Voilà, donc c'est tout ça qu'on essaie de faire pour optimiser, pour effectivement éviter que le client, par exemple, se répète quand il arrive auprès de sa banque pour ouvrir le compte et avoir le prêt immobilier. Voilà, donc l'idée c'est de fluidifier, de pouvoir proposer une offre de prêt immobilier en 10 minutes, et puis que tout le dossier du courtier part du courtier, arrive à la banque, et donc le client arrive à la banque, son dossier est là, on a déjà ses pièces justificatives, il n'est pas obligé de les remettre. Voilà. Merci. Alors si je me penche du côté de l'assurance, donc on a le même type de tendance sur tout l'aspect évolution technologique et également des intermédiations avec l'avènement de l'InsurTech dans de nombreux pays européens. Quelles sont les pistes de réflexion envisagées en rapport avec ces évolutions du côté d'Aviva ? Alors, le constat, c'est qu'on a perdu la main, c'est-à-dire que c'est le client qui choisit à quel moment, comment il veut être en contact avec son assureur et acheter de l'assurance. Donc face à ça, il y a plusieurs pistes de réflexion. Je pense que la première, c'est comment on capte les moments clés, à la fois en termes de réseau de distribution. Donc le choix aujourd'hui qu'a fait Aviva, c'est d'avoir le plus de réseaux de distribution possible. On a un réseau d'agents généraux implantés localement, qui est en croissance, et on parie vraiment sur le fait que pour certains clients, la proximité, c'est indispensable, c'est une force. On a aussi des réseaux directs, digitaux. On distribue de façon digitale, par téléphone, les mêmes offres qu'en agence. Donc on est complètement fluide là-dessus. Et effectivement, la grande tendance, c'est les partenariats. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos propres réseaux ne vont pas suffire à atteindre nos ambitions de croissance et aussi de rester au contact du marché et de ses évolutions. Donc vers le B2B2C, des partenariats. Et effectivement, des partenariats qui peuvent être des retailers, des banques, des nouveaux acteurs du digital et de la nouvelle économie. Donc on cherche vraiment à capter un maximum de moments clés par tous les réseaux possibles. Et je pense aussi qu'on a des forces et des leviers à notre disposition avec la data, beaucoup, la force aussi des acteurs existants, c'est d'avoir de la data, du digital, pouvoir travailler, avoir quand même des leviers de travail sur l'efficacité, parce que derrière tout ça,
faut qu'on ait aussi une efficacité opérationnelle et une satisfaction client avant tout, parce que si le client n'est pas satisfait, il va nécessairement aller ailleurs. Donc voilà, c'est un certain nombre de pistes de réflexion pour s'assurer qu'on couvre un maximum de moments clés, tout en personnalisant aussi les parcours, parce qu'on ne parle pas de la même façon à un jeune qui cherche sa coloc et qui va prendre sa multirisque habitation sur une application mobile et qui l'a aidé à trouver sa coloc, comme un chef d'entreprise qui veut couvrir ses salariés pour sa retraite et qui se pose des questions sur la loi Pacte. Voilà. Donc on a quand même un grand écart à faire sur tout ce type de public. Autre témoignage pour Euler Hermès, est-ce que vous partagez ce point de vue, tout d'abord? Quels sont les principaux enjeux que vous identifiez à terme sur toute cette évolution de la distribution et les prochaines tendances que vous identifiez? Donc comment vous travaillez sur tous les aspects prospectifs qui sont liés à l'évolution de votre secteur d'activité? En effet, je partage ce point de vue. Alors nous, Euler Hermès, on est une activité B2B, donc on travaille vraiment en assurance pour entreprises. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en effet, il y a des grands changements chez nos clients qui attendent beaucoup plus de connectivité, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'instantanéité dans les solutions d'assurance qu'on va leur proposer. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est un réel challenge. Alors, la distribution, elle est très fortement impactée aussi, puisque derrière, on passe d'une distribution plutôt old school, très physique, dans lequel on était très courté en termes de réseau de distribution, à une distribution qui devient complètement digitalisée, connectée, instantanée, et donc avec toute la transformation que ça implique chez nous. Donc, en effet, les usages, on voit que les usages du B2C finalement arrivent en B2B, et donc on hérite quelque part de toute cette transformation qui a eu lieu déjà il y a quelques années sur la partie B2C, et depuis quelques années qu'on voit énormément impacter les domaines en B2B. Ça a nécessité notamment des changements en interne pour pouvoir se préparer à ça et travailler avec les partenaires, et donc notamment au travers de l'APIsation de nos services. On a beaucoup préparé, évolué là-dessus pour pouvoir justement s'ouvrir et permettre à des partenaires de venir se connecter et voir nous-mêmes venir connecter nos solutions en direct sur des plateformes type Marketplace, type ERP, CRM, pour justement pouvoir proposer toutes ces formules d'assurance de manière beaucoup plus connectée, directe, comme nos clients les attendent. Merci. Donc, comme on peut le constater, finalement, cette nouvelle donne sectorielle a été relativement bien intégrée par les acteurs du marché. Donc, si on se penche maintenant vers un nouvel acteur, Ditto Service, en l'occurrence, quels sont les enjeux que vous identifiez sur toute cette partie distribution? Et surtout, comment est-ce que les nouveaux moyens de distribution de produits et services peuvent constituer une valeur ajoutée pour la conquête de clients? Oui, donc, alors, petit rappel donc, sur Ditto, nous sommes le compagnon au service du voyageur. Donc, nous intégrons une suite de services financiers et non financiers à destination de l'homme, la femme en mobilité. Et donc, ça s'appuie principalement sur une offre bancaire qui s'appuie sur une licence bancaire de plein exercice. Donc, effectivement, en fait, nous, on est un nouvel entrant. Et donc, par rapport à notre distribution, l'enjeu est absolument clé, puisque nous avons pas l'accès, je dirais, à un maillage physique, je dirais, sur un certain nombre de points de vente. Donc, je dirais que l'opportunité de distribution pour nous, c'est l'écoute extrêmement active en fait, du cycle de vie de notre client. C'est-à-dire comprendre spécifiquement quels vont être, à quel moment clé il est susceptible donc de prendre ou de faire un choix, de sélectionner un autre type de service. Et donc ça passe par un certain nombre en fait, de techniques, des techniques digitales sur ce qu'on appelle le gros hacking, qui permet justement cette écoute intelligente et quasiment obsessionnelle de pouvoir parler au client en fait, au bon moment. Effectivement, je rejoins ce que dit Annabelle sur aussi l'absolue nécessité pour le type d'acteur comme nous de développer des partenariats stratégiques pour démultiplier en réalité l'accès à nos prospects.
Merci. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui des innovations du type intelligence artificielle, blockchain, ou toutes les évolutions qui sont liées aux conseillers augmentés. Si je me tourne vers Euler Hermès, quelles sont d'après vous les innovations qui pourraient être une valeur ajoutée pour l'évolution de la distribution et comment vous y travaillez ? Alors, donc, je pense, comme je disais, ça passe vraiment au travers de l'ouverture de nos services et de la connectivité qu'on peut permettre avec différents partenaires. Donc, je vais prendre un exemple assez concret que je trouve parlant. Nous, on travaille donc l'assurance pour entreprise, l'assurance crédit. Donc, l'idée, c'est de couvrir un fournisseur contre le risque d'impayé quand il travaille avec un de ses clients et qu'il lui octroie un délai de paiement. Aujourd'hui, c'est quand même des mécaniques assez lourdes d'assurance, de gestion. Il faut qu'il y ait du credit management pour pouvoir gérer tous ces contrats. C'est des produits qui sont structurés pour des grandes entreprises, des ETI. Ça marche très bien, mais beaucoup moins pour des plus petites entreprises. Le fait d'APIser, d'ouvrir nos services et de les connecter finalement à des plateformes vont permettre à ces plus petites entreprises qui n'ont pas le temps finalement de venir se couvrir et de bénéficier finalement de ces services-là pour couvrir leur trésorerie, de pouvoir par exemple venir vendre leurs produits sur des plateformes en ligne. Et l'Hermès étant connecté à ces plateformes, on va pouvoir distribuer de l'assurance de manière beaucoup plus intégrée et ils vont pouvoir en bénéficier finalement sans avoir toute cette gestion à opérer derrière et qui est très lourde pour eux et qui n'ont jamais le temps de faire. Donc typiquement, le service d'API d'assurance qu'on a pu connecter par exemple, à différentes marketplaces répond vraiment à cette problématique de digitalisation des entreprises. Et si nous suivons la réflexion sur le sujet des innovations, on peut dire qu'aujourd'hui, la mobilité constitue finalement un prérequis pour la distribution, notamment à l'attention des futures générations. Côté Orange, justement, quelles sont les différentes évolutions que vous identifiez sur le sujet de la mobilité ? Est-ce que vous recensez aujourd'hui des freins et des obstacles sur ce sujet-là, notamment du côté de l'appétence des clients ? Alors la première chose pour présenter Orange, c'est d'abord un opérateur télécom. Donc on a 250 millions de clients dans le monde. Bon, ça, peu de Français le savent. 200 millions de clients en Afrique et 50 millions de clients en Europe. Et en fait, ce qu'on sait aussi peu, c'est qu'on a 40 millions de clients actifs sur Orange Money en Afrique, qui est un service de paiement. Et la manière dont on les a acquis est moins digitale que ce qu'on pensait, ce qui est peut-être logique pour l'Afrique, mais c'est grâce à nos réseaux de distribution. Donc quand on regarde en fait en Europe ce qu'on veut faire, la première chose qu'on fait, c'est mobiliser nos réseaux de distribution pour vendre un service de mobilité autour du paiement et du crédit. Donc c'est peut-être moins pour un acteur qui a une grosse base client. Savoir comment mobiliser sa grosse base client, c'est une question peut-être plus importante de comment utiliser la mobilité comme service avantageux pour les clients. Le premier service qu'on avait lancé en Pologne, on voulait faire de la géolocalisation sur les services financiers. C'est ce qu'on a annoncé, puis finalement on ne l'a pas fait parce que c'était difficile pour des questions réglementaires. Et on s'est aperçu que les clients aussi, ils n'étaient pas très à l'aise qu'on leur propose des services, sachant que nous, on sait où ils sont. Donc la réalité, c'est aujourd'hui la mobilité comme outil de distribution et outil marketing va peut-être venir demain, mais ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui. Alors quelle est notre prochaine étape ? C'est que nous, en fait, on est digital, mais on sait travailler avec un réseau de distribution physique qui a beaucoup de clients. Donc maintenant, en fait, on cherche des partenaires, au-delà de Orange, pour distribuer nos produits et nos crédits avec des distributeurs qui ont aussi une grosse base client, que ce soit des distributeurs digitaux comme des marketplaces, qui pourraient être Amazon, ou des distributeurs physiques. Et c'est en ça qu'on voit que... Et ça, il y a moins de freins. Et on réfléchit pour après-demain à comment utiliser la géolocalisation et une partie des données qu'on a, qui sont d'ailleurs pour des questions de législation et pour des questions d'appétence client, pas toujours faciles à utiliser aujourd'hui. Alors
Alors justement, la fin de votre réponse tombe assez bien parce que quand on se penche sur le sujet de la prospective, on peut parler pendant longtemps des innovations, des nouvelles technologies, mais on ne peut pas omettre la réglementation. Donc je me tourne vers le Crédit du Nord. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire, on est confronté à une réglementation foisonnante. On parle beaucoup de la deuxième directive sur les services de paiement et donc de l'arrivée d'un nouveau concept, à savoir l'open banking. N'oublions pas également les impacts du RGPD sur le sujet de la protection des données personnelles au sein des services financiers, ou encore les évolutions de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui apportent justement une brique supplémentaire sur tout le volet sécurité. Donc d'après vous, comment est-ce que cette réglementation impacte l'évolution de la distribution des services bancaires et assurantiels? Et est-ce que vous décelez des freins et des obstacles sur tout ce sujet réglementaire? Alors, bien évidemment, en fait, toutes ces réglementations nous amènent des règles du coup à respecter, donc justement dans la mise en place de tous les modèles d'open banking, et donc plus particulier le modèle de banque as a plateforme pour le Crédit du Nord. Donc là, l'idée, c'est justement de mettre en place, en tout cas de proposer aux clients un ensemble de services, et donc plus juste des produits bancaires, mais effectivement dire voilà, le client il est venu me voir pour de l'investissement locatif, donc effectivement il commence par exemple par un rendez-vous avec un conseiller, et ensuite on va pouvoir l'accompagner sur son parcours et donc pouvoir lui proposer au-delà de notre solution de financement des services de partenaires comme l'accès à des biens neufs et ainsi de suite, la garantie des loyers impayés, enfin voilà, donc tout ce qui va permettre de gérer le moment de vie du client et donc l'investissement locatif. Et donc là, derrière, effectivement, en termes de mécanique, ça veut dire qu'on va effectivement essayer de serviciser tout ça et donc échanger avec nos partenaires à l'ensemble d'informations. Et donc là, en fait, on hérite des règles RGPD. Donc, pour que le client ait un parcours fluide, on va lui demander son consentement avant la transmission de ces données aux partenaires. De la même manière, le partenaire aura aussi à demander le consentement de son client si justement on veut pouvoir ensuite récupérer un ensemble d'informations concernant le client. Ensuite, sur la DSP2, c'est un impact un peu plus... comment dire ? En fait, c'est pareil, c'est un héritage. En fait, avec la DSP2, on met en place tout un système d'API management, toutes les règles d'autorisation et ainsi de suite. Et donc, en fait, on va finalement utiliser toute cette mécanique-là pour nous assurer qu'effectivement, le partenaire qui est en train de nous interroger est bien autorisé et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est toutes ces règles-là et toute cette mécanique-là qu'on va mettre en place dans le cadre de l'open banking. Donc vous l'aurez compris, on servicise, on fait des open API chez nous, dans notre système d'information bancaire, et on va aussi finalement se connecter donc, à des API chez le partenaire. Voilà, donc c'est tout cet échange-là qui est régulé finalement, et voilà, on doit mettre en place toutes ces règles. Merci. Et côté DITO, donc, comment vous réagissez? Est-ce que vous partagez le point de vue de Crédit du Nord sur tout ce sujet réglementation? Et surtout, d'après vous, aujourd'hui, on voit qu'il y a un terreau assez favorable au partenariat, à la co-construction du marché de demain. Comment est-ce que la situation va-t-elle évoluer pour les nouveaux acteurs sur tous ces sujets, bien évidemment en lien avec la distribution et ses évolutions? Donc oui, je partage tout à fait le propos du Crédit du Nord. En fait, je pense que ce qui est important de voir pour un acteur en fait, comme nous, c'est que ce qui crée notre opportunité, c'est l'expérience utilisateur. Donc c'est en réalité d'avoir sur tout le cycle de vie et sur toute l'utilisation en fait, de notre service, une facilité, une souplesse très très importante sur toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir aujourd'hui sur un service bancaire ou un service non bancaire. Donc là, c'est vraiment là où un acteur comme DITO essaie de pousser des choses plus innovantes, plus typiquement sur les différents choix d'une carte bancaire, le niveau d'utilisation, les activations, enfin une multitude en fait, de petits services en fait, sur le choix des différentes devises, etc. Et en fait, cette souplesse d'utilisation de l'expérience utilisateur passe par en fait, une plateforme et en fait, une plateforme extrêmement ouverte qui, par sa structure et son architecture, permet justement cette utilisation. Et donc nous, on travaille beaucoup justement en fait, là-dessus pour pouvoir justement développer une plateforme, développer en microservices qui permet justement d'avoir ces différents niveaux. Et donc du coup, moi je pense que si vous voulez, par rapport à la sécurité et à tous ces enjeux-là, il y a deux aspects. Il y a un aspect, je dirais, effectivement purement je dirais technique, c'est-à-dire vraiment le fait de construire une plateforme
qui va reacher tous les requirements à tous les niveaux aujourd'hui sur le marché bancaire. Et puis après, il y a un autre aspect qui est un aspect plus culturel, qui est en fait aujourd'hui justement d'éduquer en fait le marché pour montrer que, si vous voulez, aujourd'hui le niveau de sécurité des acteurs aujourd'hui qui sont dits néobanques sont parfaitement faits au niveau. Et du coup, c'est vrai que par rapport au constat que vous venez de dresser, ce qu'on identifie souvent sur le marché de la banque et notamment également le marché des paiements, c'est finalement un déficit de communication et de pédagogie à l'attention du consommateur final qui n'est pas forcément informé tôt sur les innovations qui vont faire évoluer le marché et aussi sur les innovations, si j'ose dire, réglementaires, type migration CEPA ou encore l'avènement du sans contact qui vont contribuer finalement à installer une nouvelle donne sectorielle. Donc là, j'aimerais me tourner vers Aviva pour justement avoir votre ressenti du côté de l'assurance sur tout le sujet pédagogie et information. Quelles sont les mesures qui sont prises, notamment au sein de votre structure, pour acculturer les clients à cette nouvelle donne marché? Et est-ce que vous avez des solutions, des préconisations à faire justement pour que le client soit bien accompagné sur cette nouvelle donne? Alors, nous, je pense avant tout, ce que tout ça met en valeur, c'est des nouveaux risques. En tant qu'assureur, moi je vois ça comme des nouveaux risques. Et effectivement, on ne sait pas forcément aujourd'hui bien, on apprend à bien les mesurer, les gérer et effectivement accompagner de façon pédagogique les clients. Si je pense à quelque chose qui nous parle pas mal à Paris aujourd'hui, c'est la mobilité urbaine. Qui sait, je m'éloigne un peu du thème de la sécurité, mais pour être vraiment orienté client aujourd'hui, qui sait pourquoi il est couvert quand il prend un Vélib, une trottinette électrique, son propre vélo? En plus, les réglementations sont maintenant différentes sur ces différents cas. Donc on a effectivement un vrai enjeu, mais de place, je pense, en tant qu'assureur, à faire de la pédagogie, à accompagner les consommateurs face à ces nouveaux risques de déplacement, d'utilisation du digital renforcé et tout ce que ça peut aussi impliquer en termes de cyber-risque. Donc c'est des vrais thèmes de réflexion. Et si j'élargis un petit peu au-delà des risques, il y a aussi des mouvements sociétaux autour de la responsabilité sociale, de l'investissement social et responsable. Qui nous amène à nous poser des questions sur comment on fait notre métier demain, plutôt sur des thèmes d'épargne, pour le coup. Mais c'est aussi des pistes intéressantes de réflexion. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos éclairages. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des témoignages à apporter par rapport à ce qu'ont présenté les différents intervenants? Oui. Donc la question porte sur la stratégie de co-création et elle s'adresse à la totalité des speakers. Donc qui veut répondre? Nous, en fait, on considère dans le step 2 que j'étais en train de vous développer, nous, on cherche des nouveaux partenaires et nous, on considère que c'est les nouveaux partenaires qui vont nous faire nos produits financiers. Donc, par exemple, on discute avec quelqu'un, un des principaux promoteurs immobiliers français, qui n'est pas content des crédits immobiliers que lui proposent les banques. Ils disent que ça ne correspond pas à notre processus de vente et à ce que veulent nos clients. Et en fait, ça ne peut pas être inventé par un banquier parce que c'est au bénéfice du distributeur et du client. Et donc nous, en fait, grâce aux API et à la manière dont on peut adapter notre service, alors je ne sais pas si on va y arriver, mais on pourrait créer des nouveaux types de crédits immobiliers assez spécifiques qui correspondent à des sous-segments de clients qui ne viendraient pas forcément d'un panel de clients si on les interrogeait directement, mais qui viennent de professionnels. Et donc ça peut être des crédits investisseurs, il y a plein de types de crédits. Et en général, ce qui est digitalisé, c'est les 80% des crédits. Et les 20%, qui sont, il y a peut-être 500 types de crédits qui concernent les 20% qui restent, c'est ça que nous, on pense pouvoir digitaliser avec des distributeurs. Et c'est pour nous, on ne pourra pas les trouver, les banquiers ne vont pas les trouver. Et donc c'est avec des partenariats qu'on peut les trouver. Donc cette co-création, souvent on l'imagine avec les clients, nous c'est ce qu'on fait aussi.
mais il y a beaucoup de clients qui ne participent pas à la co-création. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ? Donc nous, la co-création est vraiment au centre de notre stratégie, puisque typiquement dans ce compagnon autour du voyage, il y a les services financiers et les services non financiers. Et on pense vraiment que l'attractivité de l'application et son côté vraiment un peu quasiment addictif va résulter à la suite des services non financiers qu'on va mettre, que ce soit des services assurantiels, que ce soit des services de facilitation de la vie quotidienne. Et donc du coup, la plateforme est véritablement designée pour pouvoir accueillir en fait, des partenaires, d'une part pour les présenter sur le service, mais également pour vraiment s'intégrer nativement dans une expérience utilisateur très fluide, c'est-à-dire pouvoir faciliter un onboarding, faire une multitude en fait, de choses. Donc c'est vraiment au centre du projet de pouvoir faire co-créer, je dirais, de la valeur avec les partenaires. Compléter du coup. Donc nous, côté avec le Crédit du Nord, finalement, on a toute la conception du besoin, donc enfin l'univers de besoin de l'offre. Donc là, effectivement, une partie purement marché, mais assez rapidement, finalement, on rentre dans des modes de co-création avec les partenaires justement pour concevoir ensemble le parcours client. Et donc on met autour de la table, bien évidemment, tous les acteurs, y compris l'IT. Ce qui est important, parce qu'en fait, on voit bien que la maturité digitale doit être partout, chez nous, mais aussi chez les partenaires. Voilà. Merci à tous pour vos interventions. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la table ronde sur le sujet des innovations qui sera animée par Bruno Cambounet de la société Sopra Banking Software.